Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je suis Nathalie Devino, assistante au service prévention d'Harmonie Mutuelle. Donc c'est avec grand plaisir que l'on vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'1 heure sur le thème ménopause et santé au féminin, en parler sans tabou. Donc cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme national Demain s'invente aujourd'hui, qui est proposé par Harmonie Mutuelle depuis plusieurs années maintenant, qui est destiné à nos adhérents âgés de 50 à 70 ans et qui a pour objectif de vous accompagner à préparer, anticiper et organiser ou tout simplement profiter pleinement de cette nouvelle tranche de vie en autonomie et en bonne santé. Donc pour cette édition 2023, 21 webinaires ont été programmés autour de différentes thématiques, animés par des experts qui vous partagent des conseils et des pratiques pour passer d'une vie active à une retraite positive. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire via le lien qui est joint dans la barre de conversation à droite ou directement sur le site Harmonie Prévention. Vous avez en bas à droite de votre écran également une touche avec 3 petits points et apps pour télécharger différentes documentations en lien avec la thématique du webinaire d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à télécharger ces documents. Pour le déroulement de cette séance, donc vos micros et vos caméras sont coupés. Donc si vous avez des commentaires à faire ou des questions à poser à notre intervenante, vous pouvez les inscrire dans l'onglet chat en bas de votre écran. Voilà, et notre intervenante y répondra à la fin de la conférence. Donc aujourd'hui, c'est Cathy Améduri, qui est sage-femme libérale à Montpellier, qui va animer ce webinaire. Donc Cathy, je vous passe la parole, c'est à vous, et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon webinaire. Merci beaucoup. Merci Nathalie, et tout d'abord bonjour à toutes et à tous. Peut-être y a-t-il des messieurs qui sont connectés aussi pour partager autour de ce sujet si féminin avec nous. Et donc aujourd'hui, je vous propose de parler de la ménopause dans le cadre de la santé des femmes. Alors, la ménopause est un sujet tabou et avant tout, je me suis demandé qu'est-ce qu'était un sujet tabou. Et donc, un sujet tabou est un sujet qu'il n'est pas permis d'aborder sans choquer ou provoquer de fortes réactions de susceptibilité. Un sujet dont on fait silence par crainte ou par pudeur. Et dans notre société qui prône le jeunisme, évoquer la ménopause renvoie au vieillissement, à la fin de la vie, à la peur de mourir, à la dégénérescence, à la déficience. Mais les choses seraient-elles différentes si le discours autour de la ménopause changeait? Et si notre regard changeait? Et si on osait en parler sans retenue, sans hésiter à dire ce que l'on a envie? En parler donc ouvertement et sans tabou, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Et pour ça, je vais vous proposer d'interroger votre beau miroir. Alors, on entre dans la ménopause par la périménopause ou la préménopause. Il y a donc 3 phases qui vont rythmer cette période qui englobe la ménopause. La périménopause, la ménopause et la postménopause. La préménopause, alors ce sont des âges qui sont un petit peu pas fixes, hein. Ça peut varier vraiment d'une personne à l'autre, mais on peut dire que la périménopause, c'est entre 45 et 50-51 ans, la ménopause entre 50 et 62 ans, et ensuite la post-ménopause. Tout d'abord, la préménopause, c'est une période de transition qui va précéder la ménopause, au cours de laquelle le taux d'hormones féminines, les progestérones et les oestrogènes, vont diminuer progressivement. On l'a vu tout à l'heure, ça survient à peu près aux alentours de 40-45 ans. Que va-t-il se passer à ce moment-là? Eh bien oui, des petits changements. Tout d'abord, les règles vont devenir irrégulières. Elles peuvent disparaître plusieurs mois, puis réapparaître, durer plusieurs jours. On peut commencer à avoir mal à la poitrine,
le ventre ballonné, des premiers bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, commencer à prendre du poids, se sentir fatigué. Des fois, des troubles psychiques peuvent apparaître, une tristesse, des angoisses. Et la périménopause se termine avec l'arrêt définitif des règles. Et à ce moment-là, bonjour la ménopause. Tout d'abord, quelques chiffres. 11 millions de femmes en France sont concernées par la ménopause, soit environ 40% des femmes de ce pays. Une femme vit 30% de sa vie ménopausée au jour d'aujourd'hui, puisque l'espérance de vie ayant augmenté, on peut vivre jusqu'à 30% de sa vie ménopausée. 100% des femmes seront ménopausées. 44% des femmes n'ont jamais évoqué leurs symptômes avec un professionnel de santé. 20% d'entre elles évaluent un impact important dans tous les domaines de leur vie. Elle apparaît, on l'a vu tout à l'heure, entre 50 et 55 ans en moyenne, évidemment. Le 18 octobre est la journée mondiale de la ménopause. Donc, dans quelques jours, nous allons pouvoir faire la fête. Alors, quelle est l'histoire de la ménopause? Avant le 19e siècle, le terme ménopause n'existait pas. Les traités de médecine évoquaient la cessation des menstrues qui aurait des conséquences néfastes sur la santé des femmes par son effet sur l'utérus. La notion d'âge critique est ensuite utilisée et les médecins de l'époque parlent alors de déséquilibre dans le corps féminin. On retrouve le mot ménopause pour la première fois dans un ouvrage du médecin français Charles de Gardanne en 1821 qui la décrit comme un terreau à la pathologie. Donc déjà, la médecine évoque la ménopause comme quelque chose qui fait peur, comme une maladie. La fin du 19e siècle marque l'essor de la psychiatrie et un lien entre la ménopause et la pathologie mentale se systématise. On voit ici un livre de la folie à la ménopause en 1884. Puis le début du XXe siècle s'accompagne d'un changement de paradigme avec la découverte des hormones et le développement de l'endocrinologie. La ménopause est alors considérée comme une maladie, comme le diabète ou l'hypo- ou hyperthyroïdie, une maladie carentielle qui donc doit être soignée et traitée. À partir des années 1930, la cessation de l'activité ovarienne devient donc un symptôme à traiter. Et c'est ainsi que le traitement hormonal substitutif, le THS, fait son essor. Il faut savoir qu'en 1975 aux États-Unis, le THS devient le 5e médicament le plus prescrit. Mais il y a un souci là, c'est l'année 2002, constitue un moment de rupture, car une étude conclut que le rapport risque-bénéfice est défavorable au traitement hormonal substitutif. Hors du discours médical, la ménopause devient donc invisible. L'image de la femme qui est liée à la fertilité, et du coup, passé cette période, il y a vraiment un vide de référence féminine. Les femmes en parlent peu, par peur, elles posent peu de questions, elles se transmettent peu d'informations, et du coup, les acteurs du monde médical vont prendre le discours en disant c'est pathologique, et le discours et le monde médiatique va lui déduire que c'est la vieillesse. Et ils vont ainsi construire un sens à la ménopause et façonner les perceptions des femmes. Des signes négatifs qui peuvent être il faut absolument bien vivre notre ménopause, la crainte
de rater ce tournant ou éventuellement d'échouer à bien la vivre, comme s'il pouvait y avoir un échec. Et je vous propose aujourd'hui un regard plus naturel sur cette période. Un regard sur la ménopause physiologique. Et si la ménopause était une libération? Youpi, je n'ai plus mes règles. Eh oui, mais le médecin, il est là. Mais vous êtes sûr de ne pas vouloir un petit médicament quand même? La ménopause se définit donc comme l'arrêt naturel des règles depuis plus d'1 an. Les ovaires ne fonctionnent plus, il y a une diminution des sécrétions des hormones, la progestérone et l'oestrogène. Ça vient du grec méno, règle, et pause, arrêt. Il serait donc peut-être intéressant de réfléchir aux représentations des femmes liées au sang menstruel pour mieux comprendre leur lien avec la ménopause. Lorsque l'on a ces règles, on est quand même un objet aussi objet et rite de tabou. Les premières règles, c'est un rite de passage pour la petite fille. Pendant les règles, il y a beaucoup d'interdits. Certaines religions nous considèrent comme impures, dangereuses. Le sang fait peur, il renvoie à la mort. Lorsque l'on est réglé, on est fertile. Mais passé cette période, il y a vraiment ce vide-là. Et pourtant, cette représentation de la ménopause n'est ni universelle ni figée. Et chaque culture va avoir ses propres représentations. Juste quelques exemples tirés de 2 ou 3 livres. En Nouvelle-Guinée, par exemple, les femmes ménopausées ont une liberté d'action et de parole, car comme elles n'ont plus leurs règles, elles sont libérées de tous les interdits. Elles donc vont pouvoir prendre des décisions par rapport à certains conflits. Elles vont avoir un changement de statut social. Chez les Indiens Pijegan au Canada, on dit que les femmes ménopausées deviennent des femmes à cœur d'homme. Elles sont plus obligées d'adopter des comportements féminins idéaux. Elles peuvent ancrer leurs pratiques du côté masculin. Chez les Lobis, au Burkina Faso, la femme ménopausée est considérée aussi comme un homme, disent-ils. Et les accoucheuses traditionnelles doivent elles aussi être ménopausées, car elles sont considérées comme beaucoup moins vulnérables, beaucoup plus fortes, comme elles aident aussi à la toilette des personnes qui sont décédées. Elles ont une accession à des fonctions de pouvoir. La liberté féminine s'est beaucoup plus libérée à ce moment-là. Dans le Japon traditionnel, il n'y a pas vraiment de définition de la ménopause. C'est une catégorie culturellement située, il n'y a pas de déséquilibre. La femme ménopausée va aider les aînés, va être dans la place comme les autres. Et en Chine, la culture chinoise appelle la ménopause le second printemps de la vie, avec un respect important à cause de la sagesse des femmes à ce moment-là, à cause des expériences qu'elles vont pouvoir accumuler. La ménopause n'a donc pas de concept universel, il n'y a pas de terme unique associé à cette série de manifestations dans le corps. C'est donc un phénomène physiologique comme l'est la puberté, et c'est un passage d'un état naturel à un autre. Mais c'est quand même bien un paradoxe médical. Comme vous pouvez le voir sur le dessin, la ménopause n'est pas une maladie, mais elle se soigne très bien. Ce n'est pas un événement, mais un processus dynamique et temporel.
Alors, malheureusement, il y a des petits symptômes qui vont apparaître, mais ce sont des symptômes éventuels et ils vont éventuellement passer, voire certaines personnes n'auront pas tout ça. Il peut y avoir une chute de cheveux, des bouffées de chaleur, une altération des règles, des douleurs articulaires, des ongles un peu plus fragiles, une sécheresse vaginale, une prise de poids, une sécheresse de la peau, des sautes d'humeur, de la fatigue, parfois une forme de dépression. Heureusement, nous n'avons pas tous ces symptômes en même temps et 20% des femmes ne sentiront rien passer. Alors, parmi les symptômes les plus fréquents, ce sont les fameuses bouffées de chaleur. Chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Ce n'est pas une saison, c'est une ménopause. Parmi les symptômes les plus fréquents, donc les bouffées de chaleur qui correspondent à des troubles vasomoteurs, c'est-à-dire une variation de la circulation sanguine provoquée par la diminution des œstrogènes. Ça va se traduire par une augmentation de la température de la peau avec des rougeurs du haut du cœur et parfois des crises de sueur, surtout la nuit. 85% des femmes ménopausées vont avoir des bouffées de chaleur. Cela peut durer plus de 5 ans chez la moitié d'entre elles et plus de 10 ans chez 25% des femmes. Un quart de ces bouffées de chaleur peuvent être invalidantes. Cette petite illustration là, assez ironique, une autre bouffée de chaleur et les 3 marches seront dégelées. C'est pratique, ta ménopause. Alors ces bouffées de chaleur, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Souvent, c'est un désaccord sur le plan psychanalytique avec soi-même, un conflit intérieur avec les attentes et une situation imposée qui va venir nous contrarier. Notre meilleur allié de cette période est l'éventail. L'origine de ces bouffées est multifactorielle et souvent des facteurs extérieurs vont venir les déclencher. Des facteurs extérieurs stressants et inconscients qui peut être donc le stress, des contrariétés, une injustice, quelque chose que l'on n'accepte absolument pas, conscient ou inconscient. Ce peut être une émotion positive ou négative, une parole, une phrase, une réflexion, une info, une odeur, une musique. Bref, un facteur qui va déclencher la bouffée de chaleur. Alors peut-être qu'on pourrait se demander comment on pourrait les dompter, ces bouffées de chaleur. Et bien déjà, comprendre le déclencheur et savoir qu'est-ce qui va provoquer cette bouffée de chaleur va déjà aider à la détecter. Donc comprendre effectivement que quelque chose va forcément la déclencher, ce qu'on a cité tout à l'heure. Ensuite, on va essayer d'analyser ce déclencheur. On va essayer de comprendre pourquoi finalement il nous a autant touchés. Et puis on va essayer de rectifier et d'avoir peut-être une pensée sur soi-même pour se reconnecter avec la respiration, avec la méditation, et ça on va en reparler, pour justement rectifier cette bouffée de chaleur et éviter qu'elle devienne beaucoup trop envahissante. Ça, c'est plutôt sur le plan cognitif. Après, il peut y avoir beaucoup d'autres choses. Il peut y avoir certaines plantes, l'huile d'onagre, la sauge, le cyprès, la menthe. Et puis, des recettes qui vont se transmettre de mère en fille, de fille à grand-mère, de copine à copine. Là, je vous en ai cité une, mais qui n'est pas forcément applicable pour tout le monde. Une à 2 fois par jour, boire 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme diluée dans un verre d'eau. Ça n'est une parmi tant d'autres. Il n'y a pas une qui va être mieux qu'une autre. Il y a certaines recettes qui vont marcher pour certaines femmes. Et il ne faut pas hésiter à prendre ces recettes et à les essayer. Si vraiment vous faites partie de ces 1/4 de femmes pour lesquelles c'est trop compliqué, il ne faut pas hésiter aussi à prendre des oestrogènes
en supplémentation. Mais la ménopause, c'est aussi tout ça. Et il y a aussi des avantages à la ménopause. Tout d'abord, on est délivré d'une grossesse imprévue. On n'a plus du tout de règles, et parfois même des règles qui étaient douloureuses. Et du coup, c'est bien agréable de ne plus avoir mal. Des économies en matière de contraception, une sexualité plus naturelle et une forme de sagesse, de maturité et de réalisation de soi. Avec l'âge, on acquiert de l'expérience. Pour réussir au mieux avec cette ménopause, je vous propose 4 axes. Tout d'abord, le mental, tout ce qui va se passer dans notre tête, puis le sport, puis l'alimentation, puis éventuellement différentes aides. Tout d'abord, le mental. La ménopause, lorsque la femme est ménopausée, elle vit un véritable processus de changement, de transformation physique et mentale. Elle va passer donc par différents types d'acceptation comme tout type de changement. Et on le sait, le changement n'est jamais facile. Sortir de sa zone de confort n'est jamais facile. Et donc ce schéma qui peut s'appliquer à n'importe quel autre processus de changement en illustre bien les différentes phases. Au début, on va résister parce qu'on n'a pas du tout envie. Et puis ça va être très très compliqué, ça va être le chaos. Et puis on va essayer de se relever, on va accepter de se transformer, on va intégrer la nouvelle transformation et on va se sentir peut-être beaucoup mieux dans un nouvel et un nouveau statut. Alors pour accepter positivement la ménopause, je vous ai inscrit là quelques petits exercices à faire. Déjà, lorsqu'on l'accepte le plus et le mieux possible, on en ressent le moins d'effets négatifs. Donc, il va falloir faire la paix avec elle et cultiver l'optimisme. Pour cultiver l'optimisme, par exemple, il y a l'exercice du miroir. Trouver 3 choses agréables lorsque je me regarde le matin ou le soir dans mon miroir au niveau de mon corps. Oui, mon corps a changé, mais il y a peut-être des choses positives qui vont apparaître. Oui, j'ai les rides, mais peut-être que les rides, elles veulent dire aussi plein de choses, d'expériences positives de ma vie. Le corps, il renvoie beaucoup à ces mannequins, à toutes ces femmes qui doivent être toujours très jolies et très, très bien apprêtées. Peut-être qu'il faut accepter aussi que mon corps puisse être différent, mais aussi très joli. La méditation, pour pouvoir apprécier l'instant présent et pas toujours se dire « Ah ben avant c'était mieux ». Non, là, l'instant présent, il est là. Il faut peut-être aussi le vivre le mieux possible. Puis vous avez la possibilité de réciter ou de répéter des mantras. Alors, par exemple, ça peut être je mérite d'être aimé, le bonheur est le moteur de la vie, l'amour aussi. Aujourd'hui, l'univers soutient mes désirs. J'apporte la joie autour de moi. Des mantras positifs vont vous mettre des pensées positives qui vont forcément amener des choses agréables. Écrire un carnet de gratitude. Le carnet de gratitude est un carnet où je vais remercier du vécu du jour. Tout ce que j'ai fait pour moi de positif, tout ce que j'ai fait pour les autres, des choses dont je suis fière, des émotions positives du jour, des émotions aussi peut-être négatives et qui le lendemain peuvent devenir positives. Bref, avoir un langage positif et une attitude constructive autour de la ménopause. Et Christophe André
qui a fait, que vous connaissez certainement, hein, sur la méditation et sur les neurosciences, le cite très bien. Il dit que les pensées positives sur moi-même influent positivement 99% des molécules qui me constituent. C'est-à-dire que les cellules et la biochimie va aussi, tout le côté positif va agir aussi sur les cellules et donc tout ce qui me constitue en tant qu'être vivant. Donc une pensée positive va agir sur la biologie de mon corps. Après le mental, nous avons le sport. L'Organisation mondiale de la santé a établi des recommandations en matière d'activité physique pour les femmes ménopausées. Chaque semaine, vous devriez pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique modérée ou 75 minutes d'activité physique intense, soit 30 minutes de sport par jour. Alors pourquoi faire du sport à la ménopause? 6 bonnes raisons. Tout d'abord, faire du sport, même de manière modérée, aide à entretenir la masse musculaire. Faire du sport pour lutter contre la perte de la masse osseuse. Faire du sport pour lutter contre la prise de poids. Faire du sport pour lutter contre les risques des troubles cardiaques. Faire du sport pour lutter contre les baisses de morale. Faire du sport pour lutter contre l'isolement, la solitude et permettre la socialisation. Finalement, le mouvement, c'est la vie, mais il faut peut-être y aller un petit peu en douceur. Alors, dans les activités un petit peu recommandées, il y a tout d'abord la marche. La marche, n'importe quel type de marche, que ce soit des randonnées, que ce soit marcher pour aller acheter le pain, aller à la poste, aller à la boucherie, puis la marche nordique, éventuellement la marche rapide. Le yoga, jardiner, faire du bricolage, du nettoyage, le tai chi, le qigong, la danse, le vélo, le pilate, la natation, la gymnastique douce. Bref, ma liste est loin d'être exhaustive. Tout ce que vous voulez, mais bougez plus en fonction de ce que vous avez envie. Ensuite, il y a l'alimentation. Alors moi, je suis sage-femme, je ne suis absolument pas diététicienne, donc je ne vais pas vous faire un cours exact de tout ce que vous pouvez manger, pas manger. C'est juste quelques pistes par rapport à l'alimentation et la ménopause. Alors, tout d'abord, la première chose que l'on entend beaucoup, c'est je suis ménopausée et j'ai pris du poids. Alors, pourquoi on prend du poids à la ménopause? Car il y a un ralentissement du métabolisme à cause de la modification hormonale. Et comme il y a un ralentissement, on va donc grossir. Donc, il va falloir modifier un petit peu sa façon de s'alimenter. Donc là, j'ai trouvé ce petit schéma qui va reprendre beaucoup de choses que je vous ai déjà dit ou que je vais vous dire. Comment ne pas prendre trop de poids à la ménopause, surveiller son alimentation et surtout changer sa façon de manger. Faire plus d'exercice, on en a parlé, adopter un mode de cuisson plus sain, faire attention lorsqu'on va au restaurant, boire de l'eau en grande quantité, à peu près 1,5 litre à 2 litres par jour. Faire le plein de calcium et de protéines, et ça, on va en parler tout à l'heure, parce que c'est aussi les deux petites choses aussi par rapport à la ménopause, et éviter de consommer trop de sel. Alors, on peut prendre du poids, mais aussi on peut avoir cette augmentation de graisse au niveau de la ceinture abdominale. Et ça, beaucoup de femmes le disent, j'ai pris du ventre. Et on prend du ventre à cet endroit-là, parce que les cellules de cette zone produisent des molécules similaires aux oestrogènes. Et donc, comme il y a une diminution d'oestrogènes, le corps va chercher à ainsi atteindre ce nouvel équilibre hormonal. Donc, c'est tout à fait normal de prendre une petite bouée au niveau de l'abdomen, malheureusement.
Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, la masse musculaire va diminuer au profit de la masse graisseuse. Et donc, pour limiter ce phénomène, il faut maintenir une consommation suffisante en protéines. C'est-à-dire qu'il faut essayer de manger 1 gramme par kilo de poids de protéines par jour. Par exemple, vous allez privilégier les viandes blanches, les cuisses de poulet, le blanc de poulet, éventuellement les morceaux les moins gras de viande rouge si vous préférez la viande rouge, les poissons gras et les fruits de mer, le jambon, les poissons riches en vitamine D, le hareng, les sardines, les maquereaux, les anchois, les truites, le saumon, là aussi, c'est pour tout ce qui est les oméga 3, les œufs, source de protéines, les féculents à index glycémique bas, comme le pain complet, le riz complet, le quinoa, des légumes secs, les lentilles, les haricots, les pois chiches. On est bien d'accord que cette liste est à titre d'exemple. Vous pouvez aussi compléter et trouver d'autres choses. À la ménopause, la troisième idée importante, c'est le calcium. Pourquoi le calcium? Parce que le calcium va nous éviter les risques d'ostéoporose. Les besoins en calcium, normalement, sont de 1200 mg par jour de calcium. Je vous ai mis là un petit peu dans, par exemple, une portion de fromage blanc, il peut y avoir jusqu'à 30 mg de calcium. Du gruyère, des petits suisses, du lait. Voilà. Le calcium est un minéral indispensable pour réduire le risque d'ostéoporose. Les fruits, on n'est pas obligé non plus de trouver le calcium dans les produits laitiers. On peut en trouver aussi dans les fruits frais, les légumes riches en eau, la courgette, les poireaux, les endives, les noix, les amandes, les pruneaux, toute forme de laitage, l'huile aussi, le lin, le colza, l'huile d'onagre. Mais il existe une controverse concernant le calcium des produits laitiers. D'abord parce qu'on peut avoir une allergie, et puis aussi parce que le calcium des laitages ne va pas forcément se mettre au bon endroit dans le corps. Il peut des fois aller se mettre dans les articulations et donc va fragiliser les articulations. Ça, c'est le calcium des produits laitiers qui peut aller au mauvais endroit. Ces laitages vont acidifier l'organisme et du coup peut fragiliser les articulations. Donc, il faut essayer aussi de trouver du calcium dans d'autres endroits que les produits laitiers. Là, je vous ai mis un petit tableau où vous pouvez essayer de trouver du calcium, par exemple, dans le gruyère, dans le sésame, dans la tome de vache, dans les sardines. Voilà. Finalement, le lait de vache seul ne contient pas forcément beaucoup plus de calcium. Et puis de l'eau aussi. N'hésitez pas à changer d'eau. L'eau du robinet est très bonne. Enfin, après, il faut que vous regardiez, il faut que vous demandiez à la mairie de là où vous habitez. Mais la plupart des cas, quand même, l'eau est bonne. Mais sinon, vous pouvez acheter de l'eau en bouteille. Et cette eau en bouteille, en fonction de la marque, va contenir plus ou moins du calcium. Par exemple, l'Épar en contient énormément. Vous avez la Contrex, la Lokezac, la Badois. Voilà. Donc, en fonction de l'eau que toutes les semaines, par exemple, vous pourriez consommer 1 litre ou 1,5 litre de cette eau-là qui pourrait aussi couvrir les besoins en calcium. Les fruits frais aussi, le kiwi, les oranges. Voilà, donc l'alimentation et le calcium, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le problème de l'ostéoporose. Donc l'ostéoporose, c'est des fractures que l'on va avoir de manière régulière qui vont en fait, ça va
fragiliser l'articulation et du coup, on va avoir des fractures. L'ostéodensitométrie, un bilan sanguin, c'est l'examen qui va nous permettre de savoir si on a de l'ostéoporose ou pas. Cette diapositive résume vraiment un petit peu tout, les facteurs de risque, des facteurs en déficit en vitamine D. Ça reprend un petit peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure. L'hérédité, le tabac, l'alcool. Vous pouvez aussi avoir des ostéoporoses primaires ou des ostéoporoses secondaires. En principe, lorsque l'on a plusieurs fractures régulières, c'est votre médecin qui va vous conseiller de faire une ostéodensitométrie et en fonction de ça, vous allez pouvoir éventuellement être traité. Donc, le médicament le mieux, et on l'a vu tout à l'heure, c'est le calcium, la vitamine D. Et puis sinon après il y a du préventif et tout ce qu'on a cité tout à l'heure avec adapter son comportement au niveau du sport, au niveau de l'alimentation, on va aussi éviter l'ostéoporose. Juste pour reprendre et résumer, il faut donc éviter les aliments riches en sel, la charcuterie, le beurre, les aliments transformés qui contiennent souvent des sels et des sucres cachés qui va favoriser la prise de poids et la graisse abdominale, éventuellement la survenue de maladies cardiovasculaires, les sucres rapides et surtout les aliments perçus comme minceurs, comme les galettes de riz, le pain suédois ou certains mueslis qui ne sont que des sucres rapides et qui peuvent être facilement stockés. Un petit peu d'humour, manger une pomme par jour n'éloignerait pas uniquement le médecin, mais aussi les symptômes de la ménopause, selon une dernière étude. La pomme est un excellent fruit qui va apporter des fruits, du calcium et des vitamines. Une fois qu'on a pensé positif vis-à-vis de la ménopause, qu'on a fait du sport et qu'on a essayé de bien manger, si vraiment ça reste encore très compliqué, il y a effectivement toutes les aides. Et la première aide, c'est en parler. Il ne faut pas hésiter à en parler avec son entourage, avec ses amis, avec son compagnon, avec ses pères, avec ses sœurs, avec ses grands-parents, avec tout le monde. Parlez-en parce que chacune va avoir ses petites recettes. Et le fait d'en parler, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas toute seule, vous allez sortir de votre isolement et ça va faire du bien. Tous ces gens-là vont jouer le rôle de passeurs. Ensuite, vous pouvez en parler évidemment à votre référent médical, le médecin généraliste ou à la sage-femme. Donc, il faut savoir que maintenant, les sages-femmes, on a eu une augmentation de nos compétences et nous sommes tout à fait à même de suivre les personnes ménopausées. Donc, si votre médecin généraliste est trop loin ou que c'est compliqué pour vous, vous pouvez aussi rencontrer une sage-femme et en discuter avec elle. Ensuite, vous avez un petit peu toutes les médecines qu'on dit médecine parallèle, mais qui marchent aussi très bien. Là, j'en ai cité quelques-unes, mais c'est aussi loin d'être exhaustif. Vous avez l'acupuncture, l'hypnose, la phytothérapie, la méditation, l'homéopathie, toutes les huiles essentielles. Et si vraiment les symptômes sont trop gênants et viennent perturber dans le quotidien, il ne faut pas hésiter aussi à demander le traitement hormonal. Le traitement hormonal, lui, est par contre prescrit par un médecin. Donc ça, la sage-femme ne peut pas le prescrire. Ça peut vraiment aider. Après, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et on l'a vu tout à l'heure parce que il y a quand même des risques. Il y a une étude qui avait montré qu'il y avait des risques. Et puis aussi, ce traitement hormonal, finalement, il va n'offrir qu'un petit peu de sursis. Puisqu'à un moment donné, il va falloir l'arrêter et que les signes peuvent éventuellement réapparaître. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à en parler à son médecin. La post-ménopause. Donc, on l'a vu, la périménopause, c'est ce qui commence un petit peu avant.
la ménopause, avec tous ces signes qui peuvent durer plusieurs années. La ménopause, c'est lorsque ça y est, on a 12 mois consécutifs sans règles. Et ensuite, on va passer sur la post-ménopause. Donc là, pareil, on n'a plus du tout de règles. Souvent, c'est au-delà de 51, 52. Ça aussi, c'est pareil, c'est pas fixe pour tout le monde. Et là, on entame une nouvelle étape. Voilà. Et là, c'est très intéressant, pour finir sur une note très optimiste, et si la post-ménopause était l'allié de l'espèce humaine? Et là, je vais vous parler d'une nouvelle hypothèse que l'on appelle l'hypothèse de la grand-mère. Que veut dire cette hypothèse de la grand-mère? Une étude menée à l'université de Sherbrooke en collaboration avec l'université Bishop et l'université de Montréal au Canada a publié en février 2019 que les femmes ménopausées participaient de manière indirecte à la reproduction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que les femmes ménopausées, qui sont donc devenues des grand-mères, si elles habitent proches de leur fille ou de leur belle-fille, c'est-à-dire si elles habitent pas très loin, mais qu'est-ce qui va se passer? Elles vont plus facilement aider leur fille ou belle-fille à s'occuper de leurs enfants. Si elles les aident à s'occuper de leurs enfants, à s'occuper d'elles, il va donc y avoir un impact positif sur la santé. Et s'il y a un impact positif sur la santé, l'espérance de vie va être augmentée. Si l'espérance de vie est augmentée, ces filles ou ces belles-filles vont avoir envie de faire une grande famille. Et si on fait une grande famille, on a donc multiplication et promotion des gènes et une survie de l'espèce. Plus les grands-mères vont aider et vont habiter proches de leur famille, plus les enfants vont faire des enfants et plus ces enfants vont donc faire une survie de l'espèce. La proximité géographique des grands-mères a donc un impact important sur la santé des enfants. Ce que l'on sait, c'est que donc les femmes qui ne peuvent plus se reproduire peuvent tout de même assurer la pérennité de leurs gènes grâce à leur présence et à leur proximité géographique. Il y a donc une alternative à avoir des enfants soi-même. C'est ce que l'on appelle l'hypothèse de la grand-mère. En conclusion, la ménopause est caractérisée par un commencement, un déroulement fait d'épisodes et de séquences et une fin. Elle se clôt avec la résolution des symptômes et passé cette période d'instabilité, un nouvel état prévaut, celui du bien vieillir. Avant, pendant, après la ménopause, il faut en parler. Et sur cette image, on voit bien les générations, que ce soit la petite fille, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Il faut en parler entre nous. Je vous remercie et bonne santé à toutes. Merci beaucoup Cathy pour cet exposé très complet et qui a suscité beaucoup l'intérêt de nos participantes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un public un petit peu plus féminin. Donc, on a eu quelques questions lors de votre exposé. Donc, tout d'abord, par rapport aux bouffées de chaleur. Alors, une participante demandait quels pouvaient être les déclencheurs des bouffées de chaleur pendant le sommeil. Ah oui. Pendant le sommeil, eh bien, je vais pas pouvoir lui répondre comme ça, mais ce que l'on dit, en tout cas sur le plan psychanalytique, c'est que pendant le sommeil, on revit de manière inconsciente ce que l'on a vécu dans la journée. Et s'il y a des choses difficiles qui ont été vécues, eh ben, il va y avoir les bouffées de chaleur. Un petit peu comme les cauchemars, finalement. Quand on fait des cauchemars, c'est des choses qui font partie de l'inconscient, les rêves. Le rêve, il est positif. Le cauchemar, lui, il va être un petit peu, entre guillemets, négatif. Mais la bouffée de chaleur, elle va traduire un petit peu ça. D'accord.
Merci beaucoup. Il y a des personnes qui se posaient effectivement la question de l'âge maximum pour la ménopause, et une autre participante a demandé ma ménopause a commencé à 46 ans dès Oui, que j'ai oui. été mamie. Actuellement, j'ai 58 ans et encore des bouffées de Oui, oui, chaleur. oui, oui, oui. C'est pour ça que je l'ai bien dit. Je peux pas, on peut absolument pas donner d'âge, hein. Il y a des femmes qui vont être ménopausées à 60 ans, il y en a qui vont être ménopausées à 46. Sans parler, évidemment, là, on est bien d'accord. Je parle de la ménopause physiologique, pas des personnes qui ont été opérées et qui ont eu, du coup, des modifications hormonales. Mais ça, on est toutes différentes et c'est pas forcément non plus héréditaire ou familial. D'accord. Alors justement, effectivement, il y a eu pas mal de questions sur les traitements hormonaux, et une personne indique: «Je veux bien les THS, mais pas un ventre équivalent à 4 mois de grossesse». Et oui. C'est ça, oui. Le ventre, Est-ce que c'est inévitable, le gonflement du ventre avec les traitements hormonaux? pas forcément. Non, 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 non. Euh, c'est ce que j'ai dit, le ventre, il est physiologique. Donc après, c'est compliqué tout ça. C'est compliqué parce que finalement, c'est énormément... c'est individuel, quoi. C'est chaque personne. Donc je sais pas si elle prend un traitement. Il y a plein de gens qui prennent des traitements qui n'ont pas forcément cette petite bouée au niveau du ventre. Il y en a qui ne vont pas prendre et qui vont avoir beaucoup. On est tellement toutes différentes. Oui, effectivement. Et on a également des personnes qui se questionnent sur les risques à prendre un traitement hormonal. Est-ce qu'il y a des dangers graves qui sont avérés? Il y a une personne qui a indiqué que son médecin lui a déconseillé Déconseillé. fortement, voire interdit tout traitement hormonal parce que risque de cancer Oui, du sein. oui, c'est vrai. Donc ça, c'est l'étude où il y a eu une erreur d'ailleurs. J'ai mis 2022, mais c'est l'étude de 2002 qui a montré qu'il y avait donc un lien entre le traitement hormonal et le cancer du sein. Mais c'est un traitement hormonal qui est pris sur du long terme. Donc c'est au-delà de 5-10 ans. Donc si on le prend à court terme, a priori, en fait, il faut vraiment évaluer. C'est ce que j'ai essayé vraiment de faire passer dans le webinaire, c'est ça, c'est évaluer l'incidence que ça peut avoir dans notre quotidien. Si c'est vraiment trop compliqué, oui, il faut passer avec le THA sur une courte durée, sur quelques années, et être suivi avec le médecin. Si par contre ça va, c'est jouable, j'ai quelques bouffées de chaleur, mais finalement, avec les conseils de grand-mère, avec tout ce que j'ai appris, tout ça, je gère, et ben super. J'ai peut-être pas besoin de prendre du traitement. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. Il faut arriver à doser tout ça. Donc finalement, votre conseil, c'est plutôt d'en parler ouvertement avec son médecin traitant ou sa gynécologue pour voir selon sa pathologie ou son cas de figure, quelle est la solution la plus adaptée. On nous a évoqué également des solutions naturelles, donc peut-être que certains médecins sont plus aptes que Exactement. d'autres C'est pour ça que c'est à, bien d'aller voir une à... sage-femme. Parce que la sage-femme, elle est pas trop dans la pathologie. Donc la sage-femme, elle va d'abord essayer de renvoyer sur des traitements naturels. Et si on voit ensemble après que c'est difficile, eh bien, à ce moment-là, on va voir le gynécologue et lui va pouvoir prescrire quelque chose. D'accord, très bien. On nous a également parlé, enfin, vous avez parlé de la sécheresse vaginale, qui est un souci que rencontrent apparemment pas mal de nos participantes aujourd'hui. Est-ce que vous avez un avis particulier sur le laser vaginal? Donc, non, non. Ça c'est plus de l'ordre médical. Nous, dans les sécheresses vaginales, on va conseiller de prendre des gels. Voilà. Après, je pense que le laser, c'est un peu comme le traitement hormonal substitutif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le traitement dit naturel local ne suffit pas. À ce moment-là, on peut passer au laser. D'accord. Et il y a également l'écueil de la perte de libido. Oui, et oui, bien sûr. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous recommander par rapport à cela?
la perte de la libido, c'est la sexualité, c'est tellement individuel, ça, c'est tellement chacune doit pouvoir trouver avec son partenaire, pas son partenaire. En fait, ce qui est important, c'est de parler. C'est-à-dire que si dans le couple, c'est parlé, c'est dit, eh ben peut-être que ça sera plus facile de gérer des problèmes de libido que si on reste dans son coin en disant ça y est, je le désire plus, ça va mal se passer, il va sentir que je l'aime moins. Il faut que ça soit parlé tout ça. Pour moi, c'est vraiment ce que j'essaie de faire passer. La ménopause, c'est quelque chose de physiologique. Tous les petits symptômes que l'on a, tous les signes que l'on a, ce sont des signes qui sont physio. Donc, plutôt que d'essayer de trouver des choses, des médicaments à mettre en œuvre, essayons juste d'en parler ensemble. Voilà. Normalement, la sexualité, elle doit être beaucoup plus libérée puisque justement, il y a plus ce risque de grossesse. Après, oui, il y a moins de libido, mais peut-être qu'on peut faire de la sexualité un jeu, peut-être qu'on peut, voilà, tout dépend du lien qu'on a avec son partenaire. Et si après c'est trop difficile, ben oui, il faut aller voir le gynéco et puis il y a des traitements qui vont aider aussi. D'accord. Et justement, une autre personne nous demandait, et pour les hommes, alors du coup, au niveau de l'andropause, comment ça se manifeste? Ah, alors là, je peux pas vous répondre, je suis pas du tout spécialiste de ça. Désolée. D'accord. Mais effectivement, il y a fort à parier que les hommes connaissent aussi Oui, ils l'ont, ça c'est vrai. Ils l'ont. des Après, ouais, il y a modifications. des modifications hormonales, mais je peux pas m'aventurer, je veux pas vous dire de bêtises. Très bien, merci beaucoup en tout cas Cathy pour toutes ces informations. Je rappelle aux personnes que vous aurez le replay qui vous sera envoyé par mail juste à la fin de ce webinaire, donc pour pouvoir le revoir chez vous autant de fois que vous le désirez. Nous aurons également un webinaire dédié à la sexualité, au désir et au plaisir avec l'avancée en âge, contre-vérité, mythes et tabous, qui sera le 17 octobre à 17 heures. Donc n'hésitez pas à y participer également. Vous aurez certainement des réponses à certaines questions qui ont été posées aujourd'hui. Voilà. Donc vous avez également toute la documentation qui est téléchargeable via la touche Apps en bas à droite de votre écran. Et je vous remercie en tout cas tous de votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée, très belle fin de semaine. Merci beaucoup Cathy encore pour cette conférence. Merci. Bonne Au journée à revoir. tous et à toutes. Au revoir.